dialectique s'enclenche sur les conflits, il faut commencer par savoir les reconnaître. Et là, le rôle de l'herméneutique se révèle essentiel pour écarter les faux conflits. Tous les conflits ne sont en effet pas dialectiques, et la non-compréhension à elle seule ne signale pas l'existence nécessaire d'un conflit dialectique. Une fois encore, si dialectique et herméneutique sont intimement liées, elles ne sont jamais à confondre purement et simplement. L'herméneutique veut résorber la non-compréhension afin d'accéder au champ de la pensée pure. Le problème est qu'en dépit même des précautions dialectiques et en raison de l'irréductible singularité du sujet, instaurateur de sens, la non-compréhension jamais ne se résoudra entièrement. Parmi les précautions, il faut compter le fait que la dialectique doit d'abord limiter ses prétentions à un cercle linguistique défini. Il y a dans des langues distinctes une différence irréductible dans la pensée. C'est pourquoi la dialectique ne peut revendiquer une validité universelle dans une seule et même forme, mais doit tout d'abord être établie pour un cercle linguistique déterminé, et l'on doit par avance reconnaître qu'elle doit être à des degrés divers établie différemment pour tout autre. Il est dans ce contexte normal, après tout, que la compréhension se trouve toujours freinée. Schleimacher en déduit: il est ainsi naturel de ne travailler à la solution de notre tâche que pour ceux qui partagent notre langue. Mais le conflit dialectique ne tient pas à la diversité des langues, sans quoi la dialectique serait théorie de la traduction. Dans la perspective langagière, il y a d'ailleurs un frein au sein même de la langue propre. L'herméneutique tout entière en témoigne. La difficulté ne tient pas qu'à la traduction, qui présente un cas particulier d'herméneutique. Le cercle linguistique connaît tous les degrés. Son extension peut être la plus vaste comme la plus étroite. En dernière analyse, il existe une sphère linguistique qui se réduit à un individu puisque l'herméneutique l'avait établi. L'individu participe à la langue. Le cercle linguistique que chacun se forme pour lui-même est manifestement l'expression de sa personne, c'est-à-dire de sa manière originale d'être pensant. Tout comme la pensée nouvelle à laquelle il prétend accéder constituera elle aussi une propre sphère linguistique. Cette irréductibilité appelle toujours l'herméneutique qui permet et accomplit la constitution de l'individualité à tous les niveaux d'objectivation. D'ailleurs, l'herméneutique est d'autant plus indispensable là où l'on pense pouvoir naturellement s'en dispenser, à savoir là où la communauté de la langue nous pousse à croire que la compréhension va de soi, alors que c'est précisément là que d'autant plus nombreux et violents se développent les malentendus, l'individuel étant ineffaçable. Cette remarque dialectique se fonde sur l'impératif herméneutique d'une pratique rigoureuse, et non pas laxiste de l'art de comprendre. Même si dans la visée dialectique proprement dite, l'individu cherchera à favoriser ce qui est commun aux autres individus pour l'avancée de la pensée en général. Mais c'est un tout autre frein qui est constitutif du processus dialectique. La conduite du dialogue dans le domaine de la pensée pure présuppose un frein de la pensée pure, soit en un seul, et on a alors un dialogue avec soi-même, soit entre plusieurs qui se communiquent dans la pure production de pensée. Et c'est là le dialogue proprement dit. Le dialogue authentique ou le dialogue proprement dit est l'objet particulier de la dialectique. Il est authentique à partir du moment où les interlocuteurs se comprennent et où l'avancée de la pensée se fait à travers le logos, par l'échange d'arguments, participant à la production de la pensée vraie. Il est authentique dans la mesure où le logos s'y déploie purement. Non pas pour la satisfaction esthétique ou pour une fin déterminée, dialogue pragmatique, mais dans le champ même du savoir. Le frein dialectique tient à ce qu'une fois compris, les arguments peuvent être contradictoires et doivent alors s'échanger pour la construction du savoir vrai. Le seul frein dialectique n'est en effet pas la non-compréhension des arguments adverses, mais d'abord et principalement leur existence même. Deux pensées qui peuvent réciproquement être comprises s'opposent quant à un seul et même objet. Le frein, qui est la contradiction, est donc constitutif du doute et du conflit. Il n'y a qu'un pas ici pour être tenté de rapprocher Schleimacher de Hegel, de voir dans le conflit une forme de la contradiction, du Widerspruch hegelien, et dans le frein comme une variante de la négativité. Il ne faut pas cependant confondre le conflit avec la contradiction. La contradiction indispensable au conflit lui est antérieure dans le conflit. Il y a opposition de deux pouvoirs ou puissances qui cherchent à affirmer ou soutenir des déterminations contradictoires.
Bref, si tout conflit présuppose contradiction, toute contradiction n'engendre pas nécessairement un conflit. Le conflit dépendra de l'intervention du sujet réfléchissant. À proprement parler, le conflit est fruit de la contradiction et le frein paradoxalement moteur, tout comme chez Hegel, la négativité est productrice, la double négation ayant un résultat positif. Schleiermacher reconnaît, comme Kant ailleurs et autrement, la nécessité des contradictions, condition de possibilité selon Hegel de toute profondeur philosophique. La différence entre Schleiermacher et Hegel n'en est pas moins ici aussi considérable, car le conflit engendré par la contradiction tient à l'individualité qui comprend la chose, tout comme la dialectique de Schleiermacher est une logique subjective, puisqu'elle se déroule dans notre conscience, montrant comment les individus participent à la formation des concepts. Nous avons chez Schleiermacher affaire principalement à une dialectique formelle, à une dialectique de la réflexion qui, comme nous l'avons souligné, reste toujours tributaire des affections du monde extérieur et qui ne peut donc pas du tout être comprise comme une dialectique du contenu. La chose elle-même ne se déploie jamais et la contradiction n'est pas d'abord dans l'être, mais dans notre vue sur l'être. Il n'y a pas pour Schleiermacher d'auto-mouvement de la raison, de Selbstbewegung, der Vernunft. Cette vue sur l'être, en revanche, est tributaire de notre être propre, dont le fait d'être devenu, d'être déterminé par autre chose que soi, confère à la contradiction qui l'habite une objectivité qui n'est cependant que relative. Et parce que la contradiction n'est pas absolue, ou qu'elle est absolue dans sa relativité, dans son rapport à l'individualité, elle appelle l'herméneutique que la logique hegelienne, en sa pureté conceptuelle, ne réclame pas. C'est là que la dialectique rendue possible par l'herméneutique entre en jeu dans son effort éthique pour libérer la pensée enrayée. Personne ne peut se soustraire au langage, ni par suite à ses contraintes. Ce qui est éthique dans la dialectique, c'est la volonté de mettre un terme au conflit, la volonté d'établir le savoir en dépit des limitations linguistiques et des individualités constituées. Si néanmoins jamais l'homme ne peut isoler totalement la pensée pure et que le savoir absolu jamais ne s'établira, il n'en demeure pas moins que sa visée reste un impératif. Ce par quoi Schleiermacher entend toujours, nous l'avions vu, confirmé par sa relativisation linguistique, se démarquer des diverses formes prises par le transcendantalisme kantien et en général de toute pensée qui procéderait a priori à partir d'elle-même. De la même façon, nous répudions le procédé de tous ceux qui, en établissant un ensemble conceptuel de propositions qui doit contenir l'essentiel du savoir à partir duquel on peut développer la suite, qu'il l'appelle doctrine de la science ou logique ou métaphysique ou philosophie de la nature, place par là au sommet un prétendu principe avec lequel le savoir est censé commencer et qui lui-même doit être purement et simplement accepté. L'espoir de l'accord est constitutif de la volonté d'entente, même si l'entente ou la fin du conflit, la fin de tout conflit, n'est qu'hypothétique. En marge de ses réflexions éthiques, Schleiermacher écrit en 1832 « Raison, Grund, éthique dans la volonté de communiquer alors que le succès est incertain ». On trouve là résumé de façon saisissante tout le problème des rapports entre éthique, herméneutique et dialectique. On se souvient que la dialectique se présentait comme une réflexion sur le processus dialectique, qui part d'une différence dans la pensée et débouche sur un accord avec l'assurance du succès. En raison de l'individuel et de son irréductible intégrité, l'herméneutique doit accompagner tout le processus. Elle doit, par la diversité de ses méthodes, participer à une reconstruction qui cependant ne pourra jamais complètement résorber le singulier qu'elle contribue à constituer. Se retrouvent en ce point les deux versants de l'herméneutique. Le pôle éthique par lequel elle permet la formation de l'individuel qui devient transparent à lui-même et le pôle dialectique qui vise l'établissement de l'entente intersubjective. À l'instar de la tâche herméneutique, la tâche dialectique devient alors infinie et le succès incertain. C'est là que s'enclenche à proprement parler l'éthique, le mouvement vers le savoir et l'accomplissement de l'esprit dans la nature. Vouloir communiquer, vouloir s'entendre donc, y œuvrer en dépit de l'infinité de la tâche qui pour nous est donc incertitude. C'est au fondement de cette tâche qu'il s'impose sans savoir qu'il sera à sa hauteur qu'on comprend toute l'énergie que Schleiermacher déploie pour lutter contre le scepticisme qui finalement est la tentation paresseuse face à l'incertain. Le scepticisme est en effet le risque permanent de la dialectique en raison de la proximité du doute et du conflit. Pour qu'il y ait conflit, il faut douter de l'identité des représentations en l'autre.
Le point de départ du conflit est donc la participation des interlocuteurs à une même langue, et il faut présupposer, s'ils visent à un accord au plan de la pensée pure, qu'ils sont en mesure de s'entendre, ce que la présence continuelle de l'herméneutique devrait assurer tant que faire se peut. Schleiermacher suppose dans la dialectique que le différend initial ne repose pas d'abord sur la singularité linguistique des individus participant au processus de connaissance, mais sur le désaccord relatif à leur représentation. L'herméneutique est donc toujours déjà en œuvre, car le problème dialectique n'est pas d'abord un problème de compréhension, mais un problème de vérité. Le conflit en général présuppose la reconnaissance de l'identité d'un objet, et avec elle en général le rapport de la pensée à l'être. Or, ce rapport à l'être où se joue la vérité n'est précisément pas une prémisse herméneutique. Tout le problème consiste, et nous pouvons renvoyer ici à nos réflexions sur la structure de la dialectique et à la théorie de la formation des concepts, à construire identiquement les jugements en reliant les mêmes prédicats au même sujet, tout en espérant coller au plus près tant au système intemporel des concepts qu'au réel. Comment cette vérité, comme accord de la pensée et de l'être, de la connaissance et de son objet, peut-elle s'établir? Si, et tel est le cas, l'établissement ne peut se faire que dans la pensée. On reconnaît là l'antique objection à la définition classique de la vérité, et Schleiermacher n'entend pas la lever. Il affirme en revanche que le dialogue permet, comme confrontation des représentations, d'argumenter, de justifier les représentations et ainsi de les corriger ou de les reconstruire. C'est là ce qu'établit formellement le paragraphe 3.2 de l'introduction de 1833. Il s'agit toujours de voir si les interlocuteurs rattachent les mêmes prédicats au même sujet, aux représentations d'objets, ou au contraire si les prédicats qu'ils y rattachent se suppriment réciproquement. En ce dernier cas, ils doivent se corriger. La vérité comme l'unité entre l'être et la pensée reste transcendante, même si elle est visée. Ce qui permet à Schleiermacher, comme le faisait Kant, d'accepter expressément la définition nominale de la vérité. Mais la vérité, si elle ne se démontre pas, s'inscrit néanmoins, selon Schleiermacher, dans un processus d'intercompréhension, où les arguments sont mis à l'épreuve. Il ne se résume pas pour autant à une définition consensuelle, comme accord entre les individus participant au processus de connaissance. Le sens du dialogue, que nous avions souligné en présentant la nécessaire histoire des concepts, fait que l'herméneutique est toujours présente. En accompagnant tout processus de pensée, elle rappelle que l'individu, dans sa participation à la langue, ne peut jamais être intégralement dissous dans le consensus d'une communauté linguistique. L'idéal éthique reste toujours, même non réalisée dans l'absolu, une unité de l'individu et de la communauté, même dans le domaine de la pensée pure, car cette dernière, elle aussi, doit toujours être essentiellement énoncée. L'homme est dans un champ éthique où tout est dans et par le langage, mélange de ce qui est compréhensible et de ce qui ne l'est pas. Par essence et d'entrée de jeu, les hommes ne sont pas clairs. Deux autres présupposés doivent, selon Schleiermacher, être satisfaits pour assurer le bon déroulement du processus dialectique. Il doit exister des règles communes de la combinaison et un savoir originel commun fondé par celle-ci, et qui doit donc être le fondement de tout savoir. La pensée, en quelque sorte, doit déjà être commune dans le sens où, premièrement, elle doit trouver sa naissance dans la communauté et où, deuxièmement, elle doit être engendrée à partir de la pensée ordinaire, car c'est là qu'elle est ancrée pour Schleiermacher, et c'est précisément pour cette raison qu'il se détache des formules ordinaires de la philosophie transcendantale. L'hypothèse, selon lui, la plus plausible pour expliquer la pensée pure est celle d'une spontanéité dans sa formation. La pensée pure naît dans et avec sa propre langue, pour ainsi dire, d'elle-même comme développement intime de l'esprit et conforme à sa nature. Son origine n'est donc pas particulière, mais elle apparaît progressivement par dissociation avec les deux autres formes de la pensée, pragmatique et artiste, par la simple présence de la raison. Selon Schleiermacher, il existerait donc bien dans la nature, et c'est là une intuition de jeunesse, une impulsion éthique qui produirait par elle-même le déploiement de l'esprit. Comme dans l'herméneutique, c'est l'esprit pensant qui se découvre peu à peu lui-même dans la dialectique, et c'est cette impulsion éthique qu'il nous faut retrouver. La synthèse comme reconnaissance. Ces caractéristiques développées simultanément par l'herméneutique et la dialectique, résumées en leur point de départ par la fondation existentielle de la doctrine de la foi, doivent ensemble générer une approche particulière de l'homme, de son identité.
Semblable approche nous paraît devoir coller au plus près à la perspective privilégiée de la philosophie de Schleiermacher, qui est éthique et qu'il nous faut révéler à présent. La dimension éthique apparaît clairement dès que l'on s'aperçoit qu'en leur essence la dialectique et l'herméneutique sont des manifestes de l'intégrité de l'individu au sein d'une communauté dont la communication est linguistique. Pour le comprendre, il faut partir d'une double réceptivité caractéristique de la finitude et fondatrice de l'éthique. Nous avions déjà rencontré la problématique d'une essentielle réceptivité dans la doctrine de la foi. Il y a une facticité originelle de la subjectivité qui fait que c'est la totalité de notre existence qui ne nous apparaît pas comme produite par notre autonomie. La réceptivité y était comme ne s'être pas soi-même posé ainsi, ou comme être devenu d'une certaine manière, constitutive de la conscience de soi comme codéterminée par quelque chose qui est hors de la conscience. À un autre niveau, nous retrouvons cette réceptivité dans l'herméneutique, où elle est celle de l'homme qui reçoit la langue dans laquelle il s'insère et hérite des concepts qu'elle fixe dans les mots et discours traditionnels. Mais il existe un second type de réceptivité, plus fondamentale et présupposée nécessaire de tout processus d'intercompréhension. Cette réceptivité est liée au fait éthique de la volonté de comprendre, à ce qu'un homme essaie d'en comprendre un autre. Pour pouvoir comprendre, je dois être réceptif à l'autre. Schleiermacher en pose le fondement dans une tendance à contempler une individualité étrangère. Il faudrait en effet pouvoir concevoir comment des individus qui sont pris dans un perpétuel processus d'individuation peuvent s'entendre alors que l'individuel précisément est incommunicable. La question est donc comment cette tendance peut-elle être satisfaite, puisque l'individualité étrangère ne peut pas être comprise comme telle, l'individuel étant ce qui fait que chacun est autre que l'autre. Schleiermacher écrit cependant « Tout homme, en plus du fait d'être un homme particulier, est réceptif vis-à-vis de tous les autres. Cette réceptivité est liée à l'être même de l'individu et à l'unité supposée du monde organique. L'explication de Schleiermacher est rapide. Cette réceptivité elle-même semble cependant ne reposer que sur le fait que chaque individu porte en lui-même un minimum de tout autre individu, même si elle n'est qu'incidente. Cette remarque est capitale. Elle repose sur l'idée d'humanité qui est au fondement de l'éthique. L'individu participe de l'humanité et en dépit de toute irrationalité, il faut supposer l'unité de la raison. Dans la tendance à la communication s'affirme en effet l'appartenance de l'individu au genre. Je dois donc, dans la diversité et l'irréductible singularité, supposer l'humain et une entente possible. Dans les sphères qui caractérisent chacun des individus mêmes, si elles ne sont pas concentriques, il y a des recoupements. La portée morale du problème est patente. Je dois reconnaître l'autre dans sa singularité tout en ménageant la compréhension, c'est-à-dire l'identité possible entre l'autre et moi-même. L'autre doit rester indépendant, un individu, bien qu'il puisse entrer en relation avec moi dans la communication, bien que je puisse recevoir le sens de son discours. On n'est pas très loin ici de problème que rencontre Emmanuel Lévinas lorsqu'il veut penser la communication dans l'horizon d'une éthique où autrui est respecté dans son altérité, au point que l'absence de l'autre est précisément sa présence comme autre. Il faut en effet concevoir un être à la fois indépendant de l'autre et cependant offert à lui, puisque l'acte éthique est de reconnaître et de recevoir l'autre en tant qu'autre. Si chez Leibniz encore la monade pour sauvegarder l'autoconsistance absolue des éléments parfaitement simples était fondamentalement marqué par son incommunicabilité et que le rapport entre les monades, l'intersubjectivité, était établi par l'harmonie préétablie. Il était clair depuis Kant et Fichte que l'individu était ouverture sur autrui, que la subjectivité avait un enracinement intersubjectif. C'est là le sens de la réceptivité à l'égard d'autrui, qui s'inscrit précisément chez Schleiermacher dans le cadre d'une théorie de la communication où l'intersubjectivité devient la condition même de la subjectivité. Car comme nous l'avons vu, l'individualité est tributaire d'une expression de soi qui résulte d'abord de l'expérience de l'être au monde comme sentiment pur et simple de dépendance, le je ne se comprenant que face au tu. Dans un deuxième temps, l'individu qui prend conscience de lui-même dans le monde est face à un autre et confronte avec lui ses représentations, c'est-à-dire ses expériences, puisque la pensée est un agir et la pensée pure, l'accomplissement éthique de l'esprit. C'est ainsi que dans le processus même de la reconnaissance s'enclenche le processus dialectique et communicationnel. La réflexion sur la dépendance pure et simple motive la construction de l'individualité
dans la communication, dans la formation d'un savoir dialogique qui recherche ce qui échappe au sujet en raison de sa finitude. Pour cela, l'homme doit simultanément participer au langage et à la pensée. La possession commune de la langue n'est éthique que dans la mesure où, au moyen de celle-ci, la conscience singulière produit. Une simple appropriation des pensées déjà déposées dans la langue n'est pas une activité de la raison, et si nous supposons l'existence d'un homme dont toute la pensée ne consiste qu'en cela, alors il n'est presque plus un homme pour nous. C'est donc la raison en acte, la raison dans sa productivité, dans son activité symbolique, ou comme dirait Schleiermacher, symbolisatrice, qui définit l'homme. Or, cette participation de l'individu à la production est cela même qui entrave la compréhension, car précisément cette nature humaine ne peut jamais être comprise entièrement.